La naissance des grands hôtels, futurs palaces, se fait à la Belle Époque avec l'émergence des stations thermales. La population aisée de toute la France et même du monde entier se déplace dans les stations thermales pour prendre les eaux au fil des saisons. Afin de recevoir cette population sur place, des villes entières sortent des terres, constituées autour des établissements thermaux. On va retrouver des casinos, des théâtres pour le divertissement, des balades arborées pour se promener, mais surtout des palaces et grands hôtels pour recevoir cette population dans les meilleures conditions possibles. Cette population aisée est habituée à un certain standing, à un certain luxe dans leur quotidien, et l'objectif est qu'ils puissent retrouver tous ces services in situ. Afin de creuser l'histoire de ces palaces d'hier à aujourd'hui, nous avons reçu Johan Picot, historien-chercheur, passionné de cette thématique. Il vous expliquera l'histoire de ces palaces, les modes de vie, les petites anecdotes croustillantes, mais surtout il vous expliquera ses expériences dans les palaces d'aujourd'hui et vous donnera ses tips et conseils pour que vous aussi vous puissiez faire, à moindre coût, l'expérience de ces hôtels prestigieux. Mais avant de commencer et de donner la parole à Johan, nous allons vous poser quelques éléments de contexte et de définition pour que vous puissiez vous aussi mieux comprendre l'histoire de ces palaces d'hier à aujourd'hui. Je laisse la parole à Azélie. Pour nommer un palace, souvent on se base sur 3 critères, à savoir l'extérieur, donc bien sûr l'architecture, le style du bâtiment qui se doit d'être très imposant, très luxueux avec des décorations extérieures incroyables, des moulures au plafond. Lorsque l'on vient dans ce lieu, il faut une excellence, un luxe absolument incroyable. Donc l'extérieur est très important, le bâtiment. Deuxième critère, l'intérieur, dans le sens où on a le personnel, un personnel qui doit être très très qualifié. Si on reprend la devise du Ritz-Carlton, c'est We are ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen, c'est-à-dire nous sommes des femmes et des hommes de qualité au service de femmes et d'hommes de qualité. Et troisième critère, un palace n'est rien sans sa clientèle. Le palace fera toujours en sorte de se mettre à l'exigence de sa clientèle, comme lorsque les aristocrates passaient de château en château avec tout leur personnel de maison. L'évolution de ces hôtels prestigieux s'est faite avec son temps. Si à l'époque ils étaient déjà à la pointe de la technologie de leur temps, avec la présence d'ascenseurs ou de salles de bain privatives, il en est de même pour aujourd'hui, si ce n'est que les exigences des clients ont évolué avec les nouvelles technologies. Les télévisions écran plat ont remplacé les tableaux, les smartphones ont remplacé le téléphone du room service. On retrouve même des jacuzzis au sein même des suites des clients. Les palaces d'hier sont aujourd'hui pour beaucoup devenus des résidences de location, en copropriété ou encore des meublés du tourisme pour ceux qui subsistent. La part des palaces dans nos villes a largement réduite, ne laissant la place qu'à quelques grands noms, comme le Ritz à Paris ou le Negresco à Nice, dont nous reparlerons d'ailleurs avec Johan. Ne reste pour fil rouge que la qualité des services, du personnel et la liste vertigineuse des possibilités, car dans les palaces, tout est permis. Et la France est toujours une exception. Avec la réforme du classement hôtelier en 2009, le label Palace en 2010 voit le jour. Pour que des hôtels très luxueux puissent prétendre à ce label, il faut au moins qu'ils aient 5 étoiles et qu'ils répondent à 203 critères obligatoires et 31 facultatifs concernant la qualité. Et parmi ceux-ci, il faut qu'ils aient une histoire dense, une localisation agréable et qu'ils soient engagés dans une démarche environnementale. La France est donc le seul pays au monde à avoir critérisé le terme palace et à avoir créé un label de palace. Aujourd'hui en France, on a 31 palaces qui sont donc sous le label palace, mais d'autres continuent à se faire appeler comme ceci. C'est le cas du Majestic Palace à Roya, qui est maintenant une résidence en copropriété et qui est un des plus beaux palaces de Roya. Pour l'anecdote, la majeure partie des palaces sont privés. Seul un d'entre eux appartient à une commune. Il s'agit de l'hôtel du Palais, situé sur la côte atlantique, à Biarritz, qui appartient à la commune elle-même. Il a été construit en 1855 sur la demande de Napoléon III pour accueillir sa famille. N'hésitez pas à le visiter d'ailleurs, il témoigne de la magnificence des palaces de cette époque et est un très bon exemplaire du style Second Empire. Avant de devenir simple hôtel en 1893, il est accueilli rois, reines, grands auteurs, musiciens ou encore acteurs. En témoigne son livre d'or où figurent des noms comme Prosper, Mérimée, la reine Victoria, Sarah Bernard ou encore Maurice Ravel. Nous espérons que cette introduction vous aura mis en appétit sur l'histoire des palaces. Nous vous conseillons de vous asseoir confortablement, de prendre un thé ou un café pour écouter la discussion que nous aurons avec Johan Picot pour plonger ensemble dans les coulisses des palaces d'hier à aujourd'hui.
merci Johan d'être avec nous aujourd'hui dans Merci à mon vous. humble palace. Exactement. Du coup, on va voir ensemble que les palaces, c'est pas exactement ça, je dirais, quand même. Mais bon, il y a du thé, il y a des gâteaux, il y a un petit peu de service, donc on est quand même pas mal. C'est un bon début. Ça va, c'est toi qui juges. Hein. Bon, du coup, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs pour expliquer qui tu es et puis pourquoi tu es là aujourd'hui pour parler des palaces, je dirais. D'accord. Bah parce qu'on m'a invité. Non, Johan Picot, je suis historien. J'ai d'abord commencé avec un doctorat en spécialisation en histoire archéologie du Moyen-Âge, que j'ai enseigné durant un peu plus d'une décennie à l'université, avant de tout quitter, l'université et le CNRS, pour changer de vie et pour monter mon entreprise en tant qu'historien, que j'ai appelé historien consultant. Finalement, je fais mon travail d'historien, concrètement, depuis maintenant bientôt 6 ans. Et depuis presque 8-9 ans, j'ai arrêté un peu le Moyen-Âge, j'en avais un peu soupé au bout de 20 ans. Par le hasard, le truchement du hasard, je me suis intéressé à la Belle Époque, à l'architecture, à la vie dans les villes d'eau, dans les villes thermales. Et par l'architecture, je suis venu aux hôtels et aux palaces. Voilà un petit peu. Le petit... Le switch. Le topo. Et du coup, pourquoi les palaces? Pourquoi les palaces ils t'ont attiré comme ça et pourquoi tu es tombé dans les palaces? Et ben c'est un peu le truchement du hasard aussi. Ok. En quittant Bordeaux, à l'époque avec mon ex, on cherchait à acheter un nouvel appartement en rentrant à Clermont. On avait repéré un très bel appartement Cours-Sablon à Clermont, dans un hôtel particulier. Parce que toi, tu es originaire d'Auvergne. Je suis auvergnat voilà, de naissance et j'étais parti un peu quelques années. Et en revenant, les volcans m'attiraient, plus que la mer finalement. On y revient. On revient toujours dans notre phare, cathédrale et volcans. Et on avait repéré un hôtel particulier fabuleux, Second Empire, et on est tombé sur une vendeuse retors qui refusait de signer compromis par 3 fois, on a perdu un temps fou. Elle était un peu dingue. Et entre-temps, mon ex m'avait trouvé une annonce sur Le Bon Coin pour un appartement et les photos étaient atroces. La seule chose qui m'a convaincu d'accepter de le visiter, c'est que c'était un duplex. Il n'y avait rien qui donnait envie de venir. Le mec, l'agent avait mis des photos, il y en avait 3, elles étaient floues. Il avait pris le bas de l'escalier, envoyé 3 marches. Enfin, c'est quoi ce tableau? Le truc était en vente depuis 2 ans, pas très cher du tout. Enfin, c'était trompeur. J'ai dit allez, on y va. Et quand on est arrivé devant donc une copropriété qui était un ancien palace, Napoléon III, à Royal-les-Bains. Et du coup, on s'est retrouvé devant le Majestic Palace, traverser le hall qui est spectaculaire, les tapis rouges, les volumes, les cheminées, les moulures partout. Et sur les photos, ça, il n'y avait pas du tout le palace d'extérieur. Alors que traditionnellement, depuis, je surveille ce qui se passe et les agences immobilières mettent toujours en avant la façade, le hall. Et là, c'était pas le cas. Je crois que j'ai toujours la capture de la publicité d'époque. Il y avait une photo du salon avec un papier peint à fleurs. Enfin, on voyait rien du tout. On aurait dit qu'ils voulaient pas vendre. Tu sais pas où tu vas aller, quoi. Tu sais Vraiment. pas où tu vas aller, quoi. Non. Et puis on voyait un morceau de salle à manger où il y avait une table en formica, je me rappelle. Enfin, c'était bon. Une fois qu'on est arrivé, alors l'appart, il y avait tout à refaire. Okay. C'est un appartement qui avait été créé 60 ans plus tôt dans l'ancienne salle à manger du palace. Wow. Et il avait été détenu pendant 60 ans tout rond par une seule et même personne qui vendait. Donc c'était dans son jus de création. Donc les tableaux électriques, les fils coton, enfin tout était... Mais on voyait le volume tout de suite. Par contre, à l'intérieur, aucun décor, rien. Et on est rentré, j'étais enthousiaste parce qu'il y avait un beau volume, il y avait une belle terrasse avec une belle vue sur un jardin. De plein pied, on avait, je sais pas, 50-70 mètres carrés de terrasse. Ah ouais. J'ai dit, bon, pourquoi pas. On retourne. Entre-temps, bon historien, j'ai fait des recherches. Et j'ai très vite trouvé des photos, les plans et des représentations anciennes. Et j'ai localisé forcément très vite l'emplacement du duplex. Le propriétaire, lui, ses parents l'avaient acheté pour lui quand il était jeune, avait assisté aux travaux. Donc il m'avait un peu délivré des infos. Il dit oui, je me rappelle quand ils ont créé, on avait acheté sur plan, la salle à manger n'était pas fermée encore. Donc il y a des vitraux, il y a des peintures. Et je retrouve les photos d'origine et je découvre sur les documents qu'il y a 8 mètres de plafond, des plafonds spectaculaires, moulurés mais vraiment dingues, des vitraux, des peintures murales. Et je vois bien qu'ils ont créé une botte, en fait, une box dans la salle à manger en rabaissant les plafonds. Je me dis, les plafonds techniquement doivent être structurels, même s'ils ont été abîmés, ils doivent être là. Donc on n'a rien dit, on a signé tout de suite, on a acheté. On a eu les clés en décembre et je me rappelle, on est venu le 24 décembre avec une cycloche, parce qu'il n'y avait personne. Et le 24 décembre, on a percé le plafond à l'étage, on a fait rentrer une baladeuse, une lumière, on a allumé et c'était Noël. Tous les plafonds étaient conservés, des moulures partout. Et donc, après, je me suis amusé à faire tomber tous les plafonds.
Et puis on a engagé les travaux pendant plus d'1 an. On a pris des spécialistes, des restaurateurs du patrimoine. Bah oui. Ouais, donc vous avez fait ça dans l'art et la manière, quoi. Oui, vraiment. Et puis pendant cette année de travaux, moi j'ai commencé à dépouiller les archives. D'accord. Vraiment, en me disant, allez... C'est quoi l'histoire du lieu? Oui, voilà. Et puis voulant acheter une carte postale, et puis en tirant la ficelle, Ouais. je m'étais dit, tiens, on aura 2-3 cartes postales, on pourra mettre ça dans un coin. Et puis en fait, en commençant à dépouiller les archives, ça a pris une ampleur un peu phénoménale, parce que un palace, c'est pas un hôtel comme un autre. Oui. Déjà, il est souvent plus documenté, parce que c'est des célébrités qui viennent de l'époque. Ça a fait couler beaucoup d'encre en France, mais surtout à l'étranger, puisque Roya, comme les villes d'eau auvergnates, sont surtout fréquentées par des touristes internationaux, des grands villégiateurs qui viennent des États-Unis, des Indes. Donc forcément, là aussi, on trouve beaucoup d'archives aussi à l'étranger. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès avec la numérisation à des bibliothèques nationales aux États-Unis, en Angleterre, où on trouve beaucoup d'infos. Est-ce que tu as cherché des trucs à l'étranger pour Oui, parce que je sais pas, j'ai fait des statistiques, j'ai étudié. Le palace a ouvert en 1865 et avant 1900, j'ai fait un sondage, j'ai retrouvé toutes les listes des gens qui venaient tous les ans. Il y a 54 nationalités différentes qui passent dans les premières années déjà. Et les 5 continents sont représentés. Ah Donc ouais. des Indes à l'Océanie, en venant du Chili, du Venezuela, d'Amérique, vraiment partout. Alors qu'aujourd'hui, vous arrêtez 10 Parisiens, il y a 10 Parisiens qui ne savent pas où est Roya. Bien sûr. Ouais. Même certaines personnes qui ne sont pas si loin. Même les locaux. Exactement. Bien sûr. Et il y a, on va dire, il y a 150 ans, il y a des Péruviens, des Chiliens, des Vénézuéliens qui savent où est Roya. Qui venaient là, quoi. Bah oui, et en étudiant un petit peu Roya, la fréquentation avant 1914, à l'aube de la Grande Guerre, Roya compte dans les 6 villes d'eau les plus fréquentées de France. Ah, de France. Oui. Ok. En fréquentation, d'où le patrimoine qu'on a. Et il y en a combien à peu près de villes d'eau en France? Je crois à peu près 80, je crois. Ah oui, quand même. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Ah ouais, C'est la partie de l'Europe où il y en a le plus. Mm. Et le Massif central est très bien loti, et le Puy-de-Dôme en particulier, Oui, oui. parce qu'on en a énormément, et des villes très prestigieuses parce que des sources de qualité. Oui. Ok. C'est ça qui a fait la Et c'est ce qu'on réputation. retrouve en fait aujourd'hui dans Bien ces sûr. villes d'eau, on les retrouve, Oui. ces palaces, ce Bien sûr. casino. Toujours. Parce On que avait fait un épisode d'ailleurs sur le patrimoine thermal, si vous voulez écouter, pour creuser le sujet, je pense. Que Exactement. Avec la route des villes d'eau du Massif central. Ouais. Ce qui fait la différence entre une ville d'eau et une autre, c'est le niveau d'équipement. Oui. Ouais. Toutes n'ont pas tout. Oui. Et le niveau, le nec plus ultra, c'est le palace. Ok. Parce que le palace, c'est le signe de distinction d'une dignité d'hôte. C'est-à-dire qu'on attire dans ces lieux-là des hôtes très privilégiés, Ok. qui ont des moyens, et qui vont, des moyens dispendieux, et qui vont faire vivre une économie locale et même un peu plus. Et du coup, c'est quoi un palace? Alors, un palace, ce qui est- Selon toi, hein. Oui, alors c'est très compliqué à définir dans le temps long pour l'historien, Oui. parce qu'à l'origine, les appellations palace qui sont adoptées avant-guerre, le concept du palace, ça se met en place en Europe, hein, c'est simultané partout, entre 1903, 4, 5. Ok. On a des proto-palaces, c'est-à-dire qu'un petit peu avant 1900, mais ils ne prennent pas forcément l'appellation de palace, mais à partir de 1903, 4, 5, ça se généralise. On a le mot palace qui est plus qu'un nom. D'accord. C'est pas seulement l'onomastique, ça veut dire quelque chose. Mais c'est pas encadré à ce moment-là. Donc le palace, c'est ce qu'on appelait avant l'hôtel de premier ordre. Ok. C'est-à-dire qu'il est au-dessus des autres. Ok. Et est-ce qu'il y a une différence avec un palais? Et bien en fait, c'est la même chose. L'idée du palace, il faut se dire, c'est vraiment ça. Ce qui est intéressant, c'est pour comprendre ce qu'est un palace. En fait, c'est le mot palais en anglais Oui. qu'on a ramené. C'est là où c'est fabuleux. Vous êtes dans une société fin 19e de la bourgeoisie urbaine, possédante, propriétaire, qui a de l'argent à foison, souvent plus que la vieille aristocratie. Ah voilà. Ok. En tout cas, la vieille aristocratie d'Ancien Régime. Oui. L'aristocratie d'Empire peut encore être très possédante, mais on a une bourgeoisie urbaine qui est friquée, il faut dire les choses clairement. Mais ces gens-là, ils veulent voyager, ils veulent adopter les codes de l'aristocratie. Mais l'aristocratie n'a pas besoin de palace. L'aristocratie, elle a un gotha, elle se déplace de château en château, Ouais. et ils ont des gens à qui ils écrivent des billets de château. Hein. Puis-je venir, ils vont dormir les uns chez les autres, ils se connaissent tous. Oui. Donc, on va construire des grands hôtels, puis des palaces, pour qu'on puisse mimer le mode de vie d'Ancien Régime, oisif, de rentier, de ces aristocrates. Et le modèle parfait, c'est en fait le concept de Versailles, toujours. Hein. Et donc, on va appeler ça des hôtels palais d'ailleurs au début. Puis le mot revient par l'anglais palace, parce que c'est les gens étrangers qu'on veut attirer. Ok. Et ça se retrouve jusqu'à l'intérieur même dans la construction des palaces. C'est-à-dire qu'on va créer ce qui est l'équivalent d'une chambre d'hôtel pour ces grands bourgeois qui viennent dans les palaces. Ce sont des modules types
qui reprennent la disposition des appartements de Versailles, mais des appartements privés. Ok. Le concept, c'est qu'on redistribue. Il faut que dans les parties privatives, on ait un vestibule, une chambre, un salon d'apparat. D'accord. Et il faut que ces modules, comme des Lego, puissent être unis ou désunis entre eux. Donc on va reprendre une distribution des appartements, de ces modules-là, c'est-à-dire qu'on va percer les chambres côté façade principale, il va y avoir des portes qui vont être côté fenêtre, pour que si on a besoin de constituer des appartements de 1, 2, 3, 4, 5, 6 suites, si on vient avec une famille, si c'est un prince qui vient, il veut un étage entier, on puisse faire circuler les hôtes, en gros en déambulation, de pièce en pièce, mais côté façade. Donc on ouvre les portes, qui sont des portes doubles de chaque côté des chambres, et on peut circuler, tout en gardant par les vestibules, côté couloir intérieur de l'hôtel, une déambulation pour les hommes de service, pour les domestiques. La domesticité circule ailleurs. Donc c'est comme ça que se construit les palaces, le plan Toujours. des palaces. Bien sûr. Et je reviens du Negresco, et la suite que j'avais avait une porte côté façade, mitoyenne avec la porte de la suite d'à côté. J'étais au-dessus de la rotonde d'entrée. Quand j'ouvrais ma porte, il y avait la porte du voisin qui était fermée, mais s'il l'avait ouvert, on aurait pu se rejoindre. Ok. Parce qu'on a cette déambulation toujours possible. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est un peu ça, le palace, c'est le mimétisme du palais. Et donc les journalistes vont souvent en France appeler ça des hôtels palais, Ok. parce que c'est ce qu'on veut. Tellement que très rapidement, finalement, l'aristocratie, surtout d'époque empire, va venir dans ces palais, D'accord. bien sûr. Parce qu'ils retrouvent Ils ont des codes, le luxe et la vie luxueuse qu'ils Oui. avaient de château en château. c'est ça. Et finalement, ils viennent surtout parce qu'ils ont des services, des innovations, des nouveautés, des innovations techniques qu'il n'y a pas encore dans les châteaux. D'accord. C'est-à-dire que les hôtels palais, ces palaces, ils ont quoi? Comme ils viennent d'être construits. Alors, il suffit de regarder certains. Les hôtels palais, ils peuvent avoir différentes architectures extérieures qu'on retrouve très peu à l'intérieur, à part quelques exceptions, puisque le principe du palace, c'est aussi qu'à l'intérieur, l'ornementation, la décoration, on prend le nec plus ultra, c'est toujours le Louis XVI. D'accord. Ou Louis XVI qu'on a appelé Eugénie, Oui. c'est-à-dire le Louis XVI remis au goût du jour par le couple impérial, parce que c'est ce qu'on estime le plus abouti. On peut avoir un peu de Louis XV, mais on a rarement d'architecture autre. Donc, quelle que soit la façade, à l'intérieur, vous trouvez des salons, souvent Louis XVI. Ça, c'est le truc. Et du coup, pour les innovations, le fait que ça soit construit après, on met la place, on prévoit C'est ces ça. innovations. Donc, on construit comme les palais, Oui. enfin ailleurs, les châteaux, mais du coup, on est à la pointe du progrès. Et les hôteliers, s'ils n'ont pas le progrès tout de suite, de toute façon, de saison en saison, rajoutent des innovations tout le temps, d'une année sur l'autre, Ok. parce qu'il faut toujours séduire la clientèle d'une année sur l'autre, parce Ouais, qu'en faut être 3-4 ans, si vous vous asseyez sur votre petit confort, il y a un palace qui a été construit en face, Qui va être mieux. et hop, bah oui, et les gens se détournent. Et puis il va avoir un meilleur nom, plus affriolant, une meilleure publicité dans les guides internationaux. Et oui. Et donc les innovations, bah, si on prend un des exemples qu'on connaît ici, du Majestic à Roya, c'est d'avoir un ascenseur hydraulique D'accord. qui change toute la conception de l'hôtel. Hydraulique grâce à Blaise Pascal d'ailleurs. Ah bah Si oui. nous pouvons faire ce Comme ça. petit petit clin d'œil. Ça vous fait le petit lien. Le petit lion. Complètement. Et par exemple, Roya, l'ascenseur hydraulique va être 2 ans dans la Tour Eiffel. Ok. Donc alors ça existe depuis 30 ans, Ouais. mais c'est très peu répandu. Et donc on a un ascenseur hydraulique qui arrive en 1887, qui vient bouleverser la conception de l'hôtel. Parce que la bourgeoisie, qui est quand même âgée et qui fréquente ces villes d'eau, est quand même malade. Oui. Donc les étages nobles sont au rez-de-chaussée. Donc les étages élevés ont un rendement locatif pour l'hôtelier moins intéressant. Intéressant. À partir du moment où l'hôtel a un ascenseur, C'est on bon. peut gravir les Ouais. étages et toutes les chambres prennent la même valeur. Parce Ouais. qu'il faut bien imaginer ça. Et comme on a des hôtels prestigieux, on a des chambres avec 4 mètres de plafond. Donc pour gravir le 4e étage d'un hôtel palais, c'est des paliers très très hauts à monter. Ouais. Donc une fois que l'ascenseur arrive, mais après des innovations qui sont courantes, fin 19e, c'est l'eau courante Oui. dans toutes les chambres, si possible chaude et froide. Puis l'apparition, par exemple on prend Roya, le Grand Hôtel, 1891, c'est le premier de la station qui va avoir l'éclairage électrique. Ok. Le grand C'est- hôtel, c'est lequel? Le Grand Hôtel Majestic. Ah oui, ok. En fait, il s'appelle Grand Hôtel à partir de Napoléon III et change de nom en 1912 pour devenir un palace. Ah oui. Puisque avant que le palace soit inventé, l'acception de palace, le concept, c'est le Grand Hôtel. Voilà. En fait, avant, on disait Grand Hôtel. Et Grand Hôtel, ça ne veut pas dire qu'il est grand. Non. C'est sa classe. Oui. Ok. Un grand hôtel, il a des services. Ok. Il est prestigieux. Ouais. Et généralement, un grand hôtel qui n'a pas d'autre nom que Grand Hôtel, il y en a un seul par ville. Ok. C'est- Généralement, on dit le Grand Hôtel.
Et oui, c'est vrai. À Châtel-Guyon, il y a Libre. le Grand Hôtel. À Paris, Ouais. il y a le Grand Hôtel. Ouais. Oui, il y en a un. Oui, c'est Et vrai. après, si on en ouvre d'autres, on met un nom. Oui. Mais reste toujours dans l'imaginaire, le Grand Hôtel, c'est un. C'est vrai. D'accord. C'est là où il faut aller. Et c'est souvent ces grands hôtels-là qui vont se muer 30-40 ans après en palace. D'accord. Parce qu'ils ont déjà souvent du bâti Oui. qui est volumineux. Et les grands hôtels avaient l'avantage d'avoir déjà acquis souvent des grands ténements, des grands fonciers Ok. pour créer des parcs. Donc voilà, en gros, le palace, qu'est-ce que c'est? C'est un bâtiment qui est à la pointe de la technologie, qui a une architecture, une ornementation, des décors et des services particuliers. Le grand hôtel, c'est aussi quelque chose de spécifique, c'est-à-dire qu'il faut créer comme un domaine royal, un château princier. Oui. Donc il faut qu'il y ait des parcs Ok. le plus grand possible, les plus vastes. Ok. Là, bien sûr, on peut prendre le modèle qu'on connaît ici, le Majestic, avec 4 hectares de parc privé dès 1896, 12 jardiniers à temps plein, 12 jardiniers à temps plein à l'année, alors que le Majestic n'est ouvert que 4 mois par an, comme il fait la saison thermale. Toute l'année, 12 jardiniers, un jardinier en chef. Mais enfin, il faut dire que c'est 100 employés à l'année pour faire tourner le truc. Et des promenades aménagées, paysagées, des essences d'arbres. Est-ce que ça va aussi avec la cure? Enfin, il y a une Exactement, sorte de- tout fonctionne avec la cure. Ouais. Donc il faut que quand on sort de l'établissement thermal, il faut occuper les gens. Et il y a une occupation qui est aussi corporelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des promenades aménagées pour que les gens puissent se distraire, mais aussi se détendre, se prélasser, marcher. Se montrer. Et voilà, c'est toute une déambulation mondaine. Et donc il faut que dans ces parcs, on ait aussi du coup le nec plus ultra de ce qui est l'imaginaire de l'arboretum. Donc on fait venir des essences d'arbres pas possibles, et des séquoias et des cèdres du Liban, ce qui aujourd'hui pour nous paraît commun. Mais en 1880, d'avoir des séquoias à Roya, c'est pas normal en fait. Et les plus beaux exemples, on peut quand même sortir de l'Auvergne, c'est la French Riviera, Nice, Cannes, Menton, Cap Saint-Martin, Saint-Jean-Cap-Ferrat. Mais Menton, vous avez une ville où il y a une vingtaine de palaces qui ont tous 3, 4, 5, 6 hectares privés, avec des essences d'arbres. Enfin, c'est déjà l'Orient, c'est déjà l'Afrique, et des palmeraies, et tout aménagé avec les héritages aussi d'Al-Andalus, avec des rivières, des fontaines, des jets d'eau partout. Vous voyez, c'est un imaginaire fabuleux. Et je me rappelle, dans les archives pour l'Auvergne, on a des journalistes du Figaro de Paris qui viennent fin 19e visiter le Majestic et qui s'étonnent et qui décrivent d'ailleurs avec un vocabulaire arabisant. Ils disent toujours que c'est un luxe de nabab, qu'on vit comme dans les pays d'Orient, qu'il y a des oasis. Tout le vocabulaire emmène vers ça. Est-ce que c'est un idéal un peu? Du coup, c'est Oui. cet art de vivre de l'Orient? Pour les jardins, oui, parce que oui, la luxuriance, qui est aussi la source de vie, la maîtrise de la végétation, de l'eau, je pense, je ne l'ai pas analysé, je suis quasiment sûr, c'est que ça renvoie à cette maîtrise fondamentale du monde arabe. Et en fait, c'est à l'Andalous, l'Alhambra. C'est-à-dire que c'est le palais, comme l'Alhambra, et ces jardins spectaculaires où, là où ce n'est pas possible, on fait pousser n'importe quoi. Ouais. Et vous avez, et c'est un peu ça, et on le voit bien dans la description. Toujours, ça ramène à cet imaginaire oriental, fantasmé et en même temps réalisé. Des bassins, des jets d'eau, c'est aussi ça le palace. Ok. Et donc dans le palace, il faut aussi un personnel qui est très qualifié, puisque là par exemple tu nous dis on a 12 jardiniers à l'année par exemple, et à l'intérieur je suppose que le personnel est à disposition de ces gens de villégiature. Comment on les choisit ce personnel? Est-ce qu'il y a des critères bien spécifiques? Ce qui est drôle, c'est que moi je le regarde en tant qu'historien sur le temps long, enfin sur le temps long il y a longtemps, on va dire surtout à la période 1880-1920, ça c'est ma grosse période, mais en fait on le retrouve aujourd'hui pareil. Il faut un personnel nombreux, vraiment nombreux. Pour un palace comme le Majestic où il y avait 300 chambres, c'est 100 employés. Vous voyez? Mais de se dire qu'il y avait 300 chambres dans cet hôtel. Ce qui est un des plus gros à l'époque dans la région. Enfin, les 300 chambres d'ailleurs partout en France, c'est les plus gros. À l'époque, la démesure ultra qui ouvre en même temps, c'est le Grand Hôtel de Paris qui est au pied de l'Opéra Garnier. Quand il ouvre, c'est 800 chambres. Et à l'époque, c'est parce que c'était le souhait d'Eugénie. Donc Napoléon le fait construire pour l'impératrice, avec la salle de bal et tout. Il ouvre en 1861-62, 800 chambres. À l'époque, c'est le plus grand du monde. Du monde? Oui, du monde. Et puis en plus, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a 800 chambres, mais il y a tous les espaces de service. Oui, on parle de 800 chambres. Ça, c'est les restauration. parties accessibles. Ouais. C'est-à-dire que sur 4 étages, vous avez les chambres, mais souvent, le bâtiment qui a 4 étages a souvent 7 ou 8 niveaux. Parce qu'il y a des interétages, il y a des étages en souplex, parfois 2 ou 3 niveaux sous terre. Les cuisines sont souvent souterraines, parce qu'il ne faut pas perdre de place.
Le palace, par exemple, qu'on retrouve dans tous les palaces du monde à toutes les époques, c'est le rez-de-chaussée, par exemple. 100% du rez-de-chaussée est dédié à la vacuité. Ok. C'est vide, c'est les salons. Point. Pas de chambre au rez-de-chaussée, jamais. Mm. C'est-à-dire que vous avez C'est l'entrée, quoi. des mètres carrés à plus en finir. Alors déjà, il faut que le hall soit le plus vaste possible, avec un escalier monumental, toujours pour la mise en scène. Oui. Et après, des salons d'écriture, des salons de lecture, des salons de conversation, des salons pour les hommes, des salons pour les femmes, un salon fumoir, un salon billard. Vous voyez? Il y a une liste spécifique. Oui, oui. Alors qu'on coche quasiment tous, et puis certains oui ou non, et puis après, en fonction des époques, ça se perd. Après la Première Guerre mondiale, il y a des attributions qui disparaissent. Ok. On sépare moins les hommes et les femmes, par exemple. Mm. Mais souvent, il y a un salon pour les dames, un salon pour les hommes. Le fumoir est réservé aux hommes toujours. Et puis, après la Première Guerre, on voit apparaître des lieux qui sont dédiés à ce qu'on appelle souvent le bar américain. C'est-à-dire un bar qu'on connaît dans les palaces aujourd'hui, Oui. qui est souvent aussi, au début, réservé aux hommes. Puis les choses changent. Et pour en revenir au personnel, donc il faut qu'il soit nombreux, il faut qu'il soit bien sûr qualifié. On ne sait pas trop comment il les recrute à l'époque là-dessus. Ah, d'accord. Je pense qu'il les forme. On se rend compte que les palaces se volent ou se prêtent, façon de parler, sont des saisonniers. Puisque les palaces, à la Belle Époque, quels qu'ils soient, à part Paris, rarement sont ouverts à l'année. Oui. Puisque l'idée, c'est de faire des saisons. Les palaces des villes d'eau, Bah, se cale sur les cures. c'est ça. Sur les cures, donc dans le centre de la France ou partout, c'est des palaces estivaux. Oui. Et vous avez des palaces réservés aux hivernants, c'est-à-dire la Riviera, où on ne va généralement, la saison se fait de janvier à avril. Mai à octobre, on bascule dans les terres ou sur le littoral, c'est-à-dire les palaces Deauville, Trouville, tous ces coins-là, qui sont les concurrents, si je peux dire, des villes d'eau, mais qui sont des villes d'eau aussi. Mais voilà, on est à deux, donc on se rend compte que le personnel, ben, c'est un peu comme aujourd'hui. Ils font les saisons. D'accord. C'est-à-dire que l'hiver, ils sont à Nice, Cannes, Menton, et l'été, on les retrouve à Roya. Parce que les palaces, du coup, dans les villes thermales, c'est saisonnier, mais du coup, dans le sud, c'est. Ils sont saisonniers, pareil. Et pourquoi ils sont Du saisonniers? coup, l'hiver. Ben, parce qu'ils fonctionnent que l'hiver. Nice, Cannes et Menton, c'est des palaces qui ouvrent en janvier et qui ferment en avril-mai. Ah, d'accord. Ben, parce que personne ne veut aller prendre le soleil à l'époque. Bah oui. Ah. C'est ce qui les a sauvés aujourd'hui, par contre. Aujourd'hui, la mode a changé, la vie a changé. Hein, les congés payés, 36, et puis après la Seconde Guerre mondiale, c'est une culture qui se développe des vacances et du soleil et de la chaleur et de la mer. À l'époque, on ne consomme pas la mer. Hein. Donc on y va parce que c'est un art de vivre, parce que c'est l'acclimatation, parce qu'on respire mieux, parce qu'en janvier, à Nice, Cannes, vous pouvez avoir des températures très agréables, très douces. Dès février-mars, vous avez des températures vraiment d'acclimatation qui sont très agréables. Et puis, du coup, ils profitent des bienfaits de l'eau de la mer, mais dans un contexte sans prendre le soleil. C'est ça. En fait, Donc c'est ça plus, coche leur- c'est des cures d'air, en fait, D'accord. d'acclimatation. Ok. Voyez. Et ce qui lance dans la Riviera, bien sûr, c'est surtout, à l'époque, c'est la reine Victoria, qui par exemple va aller à Nice à à 2 reprises, puis 3 fois de plus après, on va lui construire un hôtel spécifique. Donc elle vient jusqu'en 1899 5 fois à Nice, mais elle visite aussi et elle réside à Cannes, à Menton et à Grasse. C'est ces 4 lieux de villégiature, alors quand la reine Victoria, qui est le centre du monde, hein, c'est la personnalité la plus importante au monde, elle domine à l'époque un tiers de la planète. Elle est reine d'Angleterre, du Royaume-Uni, enfin de tous les dominions, impératrice des Indes. Ah oui. Et là où elle va, tout le monde va. Oui. Donc elle va à Comme Nice 5 fois. Comme Eugénie à l'époque. un peu Exactement. plus tôt. Ben oui, en fait, ce sont des ambassadrices, en fait. Ok. Et donc, elles vont lancer la saison. Et donc, il faut, en conséquence aussi, que les hôtes puissent rencontrer un personnel bien sûr qualifié. Mais alors, dans les qualifications, il y a les langues. Ah oui. Donc, il faut que les gens soient bilingues, trilingues ou polyglottes. Ok. Et ça, on le retrouve plus de 5 langues. D'accord. Pardon. Le polyglotte, c'est celui qui parle 5 langues ou plus. D'accord. Et là, c'est intéressant puisque si on regarde un petit peu sur les grands hôtels, il faut quand même être un hôtel déjà de premier ordre ou les palaces, dans les publicités de 1900-1910, c'est souvent précisé. Ok. C'est-à-dire qu'ils marquent English spoken, ils mettent les langues qui sont parlées. Oh, d'accord. Alors en fonction des régions, il y a des spécificités. Par exemple, sur la Riviera, il faut parler évidemment anglais, mais il faut parler la deuxième colonie la plus importante de la Riviera, c'est les Russes. Les Russes. Donc il faut parler russe, absolument, parce que c'est là où ils viennent le plus. Alors jusqu'en 1917, ils viennent le plus, parce que c'est le lieu où il faut être vu et où il faut aller. La révolution russe va changer les choses, mais pas tant que ça, parce que finalement, ceux qui vont fuir la Russie, les aristocrates, vont s'installer sur la Riviera. Ok. Donc il y a une colonie russe qui ne fréquentera plus les hôtels, mais qui habitera sur place. Donc de toute façon, on va rester ce truc-là. Et du coup, nouvelle population russe qui vient s'installer, ça crée des villas.
Ah bien sûr, par Voilà. contre, ils vont eux être... Ils ont Parce créé que finalement, d'autres architectures là. bien sûr, ils vont arriver finalement désargentés quelque part ou avoir fui la Russie au moment de la Révolution, mais ils arrivent finalement, pour certains, très possessionnés encore. Parce qu'ils avaient des capitaux en France, ils avaient des capitaux en Suisse, dans des banques, ou des possessions déjà, ce qu'on voit encore aujourd'hui. Hein. Les oligarques russes, c'est un peu le même système, et ils vont être des grands bâtisseurs, D'accord. mais plutôt de villas personnelles, mais qui sont pour nous déjà des villas Oui, palais. ça Hein. va venir compléter en Ah fait oui, l'offre bien sûr. de ces stations. Oui, et l'offre des stations et l'offre architecturale et visuelle. Ouais. Parce qu'ils arrivent avec des décors, avec des architectures et des noms. Parce que c'est aussi ça, aussi les villes d'eau avec les palaces, les villes thermales, les villes du littoral, c'est des noms. Villa Tsarine, villa je ne sais quoi. Enfin, le voyage, il commence rien que par le nom en fait. Ouais. On n'y est pas, on est déjà parti quoi. Et dans la même rue, vous avez un palace Alhambra, un palace autre chose. Donc voilà, il faut un personnel qui soit apte à tout ceci. Et du coup, si on résume, du coup, on a le personnel qui est spécifique, qui est qualifié pour. Au niveau des services, on en a déjà parlé un petit peu, mais est-ce que du coup, on aurait peu une liste pour se faire, enfin, de se dire qu'est-ce qu'on retrouve dans ces palaces? On a des chambres extraordinaires, des Eh grandes ben, suites. d'abord, on a le personnel. Ça va paraître bête, mais non, mais c'est-à-dire que les plus fortunés voyagent avec leurs domestiques. Et ça, on le sait parce que la littérature le dit, et parce que à la belle époque, vous avez l'obligation, ce qui pour nous est une évidence, mais qui a été créé à cette époque-là, quand vous arrivez, vous descendez à l'hôtel, vous devez vous inscrire sur un registre. Et ce registre est communiqué à la police municipale locale, qui a les informations, qui communique aussi à la presse, et donc on publie la liste des nouveaux arrivés pour montrer le prestige. Et donc on voit famille un tel machin et suite et domestique. Donc ils viennent avec leur personnel. Si on prend les dépliants, comme ceux que je vous en ai là de Roya, vous avez le prix des chambres et vous avez le prix des domestiques. Vous pouvez louer votre valet de pied, votre valet de chambre, votre femme de chambre, votre majordome. Il y a aussi dans les 100 employés du Majestic, certains sont peut-être à 90% sont là pour faire tourner la boutique. Et il y a 10% qui est à disposition de ceux qui ne seraient pas venus avec le leur. Vous pouvez louer votre personnel sur place. C'est fou. Bah oui. On reconstruit, du coup, on revient au début de la conversation, on reconstruit le palais Oui, dans mais un écrin. En fait. bien sûr, si vous voulez avoir une idée, enfin je veux dire, il faut toujours simplifier et être pédago. Vous regardez Downton Abbey, Ouais. là, vous avez tout là. C'est-à-dire que monsieur et madame ont souvent une chambre séparée. Hein. Monsieur et madame ne dorment pas dans la même chambre, ils ont une suite chacun, ils ont un valet de pied, une femme de chambre chacun. Soit ils sont venus avec les leurs, ce qui est souvent le cas, soit ils le louent sur place. Et les tarifs sont pas donnés. Mais c'est rien pour eux, parce que quand on regarde le prix des chambres, mais ouais, c'est ça d'abord, c'est avoir le personnel qui sert. Ça, c'est un des services. Dans les services attendus, ce qui fait la distinction à l'époque et ce qui fait la distinction aujourd'hui, qui ne s'est jamais perdu, et aujourd'hui c'est une obligation pour un palace, il faut avoir un chef cuisinier, un chef pâtissier. Alors, il n'est pas toujours nommé dans les archives anciennes, la fonction est nommée. On dit toujours, mais parfois on sait d'où il vient. Par exemple, quand ils veulent se vanter, se reprend le cas local, que je connais le mieux évidemment, au Majestic, ils se vantent d'avoir le chef cuisinier du plus grand hôtel de Monte-Carlo à la saison. C'est-à-dire l'hôtel de Paris qui a été conçu par Charles Garnier, qui est à Monte-Carlo devant le casino. Il fait la saison d'hiver et l'été, il vient travailler à Roya. Ouais, c'est fou, et c'est, oui, il l'appelle le maître queux du plus grand hôtel de Monte-Carlo. Donc Roya, c'est the place to be, quoi. Ah bien sûr. Mais ce qui est drôle, c'est que on mentionne son origine, on mentionne sa fonction, mais il n'a pas de nom. Il donne pas son nom. Ce qui compte, c'est pas son nom, on s'en fiche. C'est le cuistot de. C'est sa renommée. Ah oui. Et alors en 1935, par exemple, on a un des Maharajas, le Maharaja de Patiala, qui vient en Auvergne. Il arrive, et qu'est-ce que raconte le Figaro à Paris, parce qu'ils suivent tout ce qui se passe en province, que le Maharaja, il réserve un étage entier, parce qu'il vient avec toutes ses femmes, tout son personnel, enfin c'est 100 personnes, c'est 100 chambres occupées d'un coup. Mais qu'est-ce que va faire le palace? Un tiers. Oui. Ah bah oui, c'est un tiers de l'hôtel qui est rempli pendant 3 semaines par le Maharaja et ses serveurs. Et là, on fait quoi? Parce qu'on veut lui faire plaisir. Et bien, à Roya, en 1935, on va faire venir par avion depuis Paris un chef anglais qui est spécialiste des currys, pour cuisiner des currys, pour faire plaisir au Maharaja. C'est fou. Vous voyez, on la frette en avion, parce que là aussi, les innovations, l'avion a lieu depuis 20 ans, ça renouvelle tout. Tout est possible, il n'y a pas de limite au luxe. Il faut que le gars ait tout. Et aujourd'hui, on retrouve cette tradition de tout et de ces valets. Bah, vous savez ce qu'on dit, dans un palace, c'est un peu le délire, mais c'est pas faux. Si à minuit, un mardi de février, vous voulez manger des fraises, vous appelez le room service, il doit vous monter des fraises.
C'est aussi ça, le palace, ce qui fait un peu fantasmer les gens, c'est la démesure du possible et de l'absurde aussi. Enfin, là, je reviens d'une semaine Oui, il faut dans qu'on en un parle palace. un petit peu J'ai de vu ton aussi des choses un peu expérience. étonnantes. Ouais. Ben oui, c'est un voilà. Donc en gros, c'est ça, c'est des services. Les services, c'est un chef cuistot, un chef pâtissier. Aujourd'hui, ça c'est une règle, hein. Ok. Il faut un très grand. Vous allez au Ritz, un des établissements que je préfère à Paris. Vous avez le chef Perret. Rien que pour ses pâtisseries, il faut y aller, quoi. C'est spectaculaire. Mais vous avez Cédric Grolet qui est au Meurice. Voilà. Et en fait, les palaces d'aujourd'hui font de la réputation aujourd'hui sur ces gens-là et sur leur nom. Voilà. Aujourd'hui, ils sont connus, C'est ils les sont noms. nommés. Ah C'est oui, les noms on va chercher les gens. pour leur nom. Ah oui, pour leur renommée. Meilleur ouvrier de France, où ils sont très connus. Et ils sont, Pierre, les réseaux sociaux sont venus bousculer dans le bon sens les émissions de télé-réalité sur la cuisine et la pâtisserie depuis 10-15 ans maintenant. Donc les gens sont très consommateurs, très demandeurs et connaisseurs. Oui, parce qu'ils connaissent les noms plus que Exact. la pâtisserie au Oui, final, à bien l'inverse de l'époque. Ah oui, oui. Enfin, Moi, je me rappelle, vous allez à Rivoli à Paris, vous allez au Meurice, il y a des gens qui font la queue dans les alentours pour aller acheter la petite boîte de Cédric Grolet, uniquement pour acheter la pâtisserie. Vous savez, la les mode, imitations, il fait des facsimilés, des trompe-l'œil de fruits et tout. C'est incroyable. Et le Ritz, ils sont bien malins. Le chef Perret distribue ses pâtisseries en interne, hein, au bar du Vendôme. Et à l'arrière, il y a une sortie arrière du palace. Il a sa propre boutique avec sa vitrine, comme une pâtisserie, intégrée dans le palace, mais on peut y aller que depuis la rue. D'accord. Et à son nom. Ok. Vous voyez, il vend ses madeleines, les fameuses madeleines du chef Perret, puisque le Ritz est associé intimement à la madeleine, puisque c'était le lieu où allait Proust. Donc c'est l'honneur de Proust. Donc le chef a développé une madeleine qu'il a déclinée en plusieurs couleurs, saveurs, à la feuille d'or comme et on tout. retrouve les éclairs aussi Voilà, qui c'est se ça. déclinent. Et alors les gens font la queue. Moi, j'y suis allé l'autre fois avant Noël pour ramener des boîtes pour offrir. Mais on fait la queue dans la rue, hein, pour acheter des boîtes. Et Et ça il faut fait quand même pas- dire la vérité, c'est 30 balles les 5. Ouais. Il faut quand même dire la vérité. Alors, D'accord. c'est très bon. Ouais. Ça peut. Mais c'est Euh, pour te dire, toi aussi, tu as oui. fait l'expérience. En fait, finalement, ça rejoint. c'est ça que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est ouais. le palace, C'est une vraie c'est tous ces expérience. services, c'est tout ce mythe. Euh, Moi, j'y suis venu parce que j'ai emménagé dans un palace par une copro qui a une histoire spectaculaire, plus que d'autres. Ce qui m'a permis de faire un dossier, de le faire inscrire au monument historique et c'est passé du premier coup. Tous les palaces ont une histoire folle, mais pas tous aussi folle. D'accord. Donc, il a été inscrit tout de suite, il est protégé, on a mis la plaque, très bien. Donc, ça fait rêver les gens, tout ça. Ce qui fait rêver les gens, c'est que dans les palaces, c'est aussi les heures et les malheurs. Il y a les plus grandes choses et les pires trucs. Mais c'est pas grave, un palace, c'est aussi ça. Maintenant, les gens, ils fantasment ces palaces historiquement, mais ils ne fréquentent pas les palaces actuels. Parce que c'est une barrière psychologique, parce que c'est une sorte de no man's land, on a l'impression qu'on ne peut pas rentrer. Il faut dire que l'entrée n'est pas si simple. Moi, la première fois, ça me tordait le bide, je crus que j'allais jamais pouvoir passer la porte. Il y a une sorte de frontière Ouais, invisible. t'as un truc un peu genre, est-ce que j'ai pas ma place? Parce qu'on n'a pas les codes. Ouais. Et c'est quand même vrai, il faut quand même se dire la vérité, c'est on n'est pas tous nés au même endroit. Et c'est pas si évident si on nous y a pas emmené par la main. Enfin, faut aller le conquérir, faut aller le gagner, quoi, le palace, façon de parler. Oui. Mais moi, ce que j'aimerais dire aux gens qui vont nous écouter ou nous voir, mais offrez-vous le luxe. Un palace, je vais être très honnête, la seule chose qui compte, quelque part presque, c'est les rez-de-chaussée. Ok. Les chambres aujourd'hui, quelques exceptions près, notamment le Negresco, on en parlera, sont tous pareils aujourd'hui, malheureusement. Les palaces français, qui étaient les fleurons, parmi les fleurons de l'Europe, ont tous été vendus aux mêmes propriétaires ou presque, qui les ont tous aseptisés. Toutes les chambres ont été détruites, transformées. On a baissé les plafonds pour mettre des spots encastrés, pour mettre la clim, pour encastrer la domotique. Donc on a des suites. Il n'y a rien qui ressemble plus à une chambre d'un palace aujourd'hui à Paris qu'à une chambre d'un palace à New York, qu'à une chambre d'un palace à Istanbul. Ok. C'est quand même dérangeant. Oui. Quelque part, c'est pas pour ça qu'on venait. Et je pense au Ritz, là pour moi c'était un crève-cœur. Il y a 4-5 ans, ils ont fait la vente du mobilier intégral parce que c'est parti aux mains de je sais plus quel propriétaire, bref, qui n'est pas sensible comme nous à la question du palace. Et ils ont vendu le mobilier intégral des chambres, notamment la suite Coco Chanel, où elle avait tout son mobilier taillé en meubles de miroir et tout. Ça a été vendu. Ils ont vendu les salles de bain de 1890 aux enchères, alors qu'ils auraient pu en mettre une dans une vitrine, dans une galerie. Ouais. Oui, ou de garder une pièce un peu. Oui, ou une chambre témoin, quoi. Ouais. Ben oui, et en fait non. Alors par contre, les chambres ont été refaites à neuf, machin, Parce c'est qu'il n'y très avait beau. pas cette demande de l'histoire Non, en fait. ben en tout cas peut-être pas par les commanditaires actuels. Pas à l'époque, ouais. Ce Ah qui est oui, dommage. pardon. Après les rez-de-chaussée sont spectaculaires, on gardait tout. Pour moi c'est le d'intérieur en fréquentation, c'est le palace où je vais toujours à Paris. C'est le lieu où faut, voilà, c'est spectaculaire. C'est le C'est pas lieu le pour plus faire beau pour moi l'expérience. d'extérieur parce qu'il est contraint par cette façade à programme Place Vendôme.
le plus beau de l'extérieur, mais c'est subjectif pour moi, c'est le Lutetia, qui a une façade promontoire, on dirait une proue de bateau là, qui sort le soir quand c'est entre chien et loup, que toutes les petites lumières s'éclairent sur la façade. Ça a quand même de la gueule, quoi. Bref, en tout cas, il faut y aller. Parce que si on élimine les chambres, qui est le coût le plus élevé pour le... Eh bien, je crois que dans une vie, on peut tous se payer quand même. Et c'est pas une parole en l'air. On peut tous se payer une fois, ou presque, hein, je veux dire, je suis pas idiot, le luxe d'aller prendre un café, un thé, un gâteau. Ils n'ont pas tous les mêmes prix. Hein. Alors moi, je ne prends pas de café, je bois du thé, c'est un tout petit peu plus cher. Mais en fonction des palaces parisiens, il y en a 3 où je vais tout le temps, c'est entre 40 et 60 euros. C'est sûr que ce n'est pas le café du coin. Mais pour 40 ou 60 euros, déjà, vous pouvez rester le nombre de temps que vous voulez. Vous pouvez rester 4 heures. Personne ne vous charge jamais d'un palace. 5 heures, vous avez bu un thé et vous avez mangé une pâtisserie, mais vous avez un décor spectaculaire. Vous avez une vaisselle. Oui, Moi, c'est je comme suis si sensible. tu rentrais dans un musée et tu as l'expérience. Enfin, Et en fait, c'est comme un grand restaurant. achetez-vous, c'est ça. Ouais. C'est un Comment choix dire de... Le palace, c'est sensoriel. Et c'est les 5 sens. Il y a un bruit particulier, il y a une musique, mais il y a aussi la déambulation des gens, c'est très feutré. Il y a une odeur. Souvent, les palaces ont leur propre parfumeur qui crée des parfums d'ambiance pour le palace uniquement. C'est le cas du Negresco. Il faut faire ça, en fait. Mais oui. Donc, vous avez tous les sens qui sont la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher, parce qu'il y a toujours des tentures. Dans tous, ils ont un porcelainier particulier. Donc, souvent, c'est du Limoges, Bernardo, Reynaud. Donc, vous avez des vaisselles qui parfois sont créées pour le bar, différentes pour le restaurant. Parfois, les chefs cuistots ou les chefs pâtissiers demandent à des créateurs de grandes maisons historiques de Limoges de créer des assiettes spécifiques avec des décors spécifiques pour valoriser un plat qu'ils ont dessiné eux. C'est incroyable. incroyable. Vous voyez? Donc c'est ça en fait, c'est que le palace il y a 120 ans, le palace aujourd'hui, il y a bien une seule chose qui est la même, c'est l'ambition n'a de limite que les moyens financiers des propriétaires. Ok, c'est la démesure. C'est pas la démesure, c'est la non-limite à la mesure. Ok. Vous voyez enfin, Ok, C'est pas du trop, parce que c'est du c'est pas limite. jusqu'au bout. ok. Mais c'est un peu l'idée, c'est la démesure, mais la démesure aurait une acception un peu péjorative. Oui. Ouais. Alors finalement, l'idée, c'est de se dire, C'est qu'il n'y a pas de l'assemblage limite. Ouais. La limite, c'est la technique aujourd'hui. Ouais, c'est l'assemblage Finalement. parfait de tous Ah les ouais. services et de toutes les propositions. Et donc, vous allez donc vous dire, enfin, je vais payer 60 balles pour un thé et un café. Oui, mais non. Ouais. Vous allez avoir une vaisselle hors ligne. Par exemple, vous allez au Ritz, la vaisselle d'aujourd'hui, c'est la vaisselle qui est reproduite à l'identique par la maison de Limoges, qui a créé le modèle Marthe en 1898. C'est le même modèle que l'ouverture. Depuis 120 et quelques années, vous mangez dans le même service que d'origine, qui est superbe. Vous allez avoir votre thé. Alors déjà, c'est une théière, vous pouvez vous en servir 3 ou 4 verres, enfin 3 ou 4 tasses. Et il vous le rallonge toujours. Toujours, le personnel vient, je vous rallonge votre théière, je le fais 10 ans que j'y vais. Ils vous re-remplissent une deuxième théière. Ça coûte quoi de verser une théière d'eau chaude? Et le sachet peut largement faire 2 fois. C'est du vrai bon thé en vrac. Qui d'ailleurs, s'il vous plaît, vous pouvez le racheter dans la boutique qui est à côté, parce que les palaces ont leur boutique interne, tous. C'est une galerie marchande. Tous les palaces, depuis 1880-90, les grands hôtels avaient pour principe d'avoir en interne tout. Tu ramènes un peu de palage chez toi, quoi. Ah bah, puis surtout, l'idée, c'est surtout, pour nous, on le voit comme ça. Pour eux, c'est vous dépensez encore chez nous. Oui. L'idée, c'était que les gens dépensent en interne. Bah oui. Et ça, c'est le grand hôtel de Paris qui avait 800 chambres, qui avait mis ça en place. Photographe en place, salon de coiffeur en place, barbier en place, boutique en place, mais là au Negresco, il y a le barbier à l'interne, il y a l'institut de sors beauté plus. à l'interne. Bah non. Tu fais tout en Et on interne. dépense tout dedans. Tout. Et si on a un doute, il y a la conciergerie et le concierge vous renseigne sur tout. Ce qui a été mon cas la semaine dernière. J'ai eu un truc que je ne savais pas. Oh, j'ai demandé au chasseur. Il m'a dit, mais le chasseur, c'est le gars qui est habillé en livrée 18e à l'entrée du Negresco, qui porte les valises, chasseur, ou on appelle ça un pisteur, ou un voiturier. Ok. Et je lui dis, oh, mais je ne sais pas comment je vais. Il m'a dit, mais il faut aller à la conciergerie. Je suis descendu voir la conciergerie, j'ai vu la concierge et je lui ai demandé, vous demandez quoi que ce soit, ils ont la réponse, ils ont les carnets d'adresse de tout. Et c'est pour ça qu'on De dit tout, le concierge du village ou machin, Bien sûr. c'est tout sur tout, quoi. Ben, c'est un peu le concierge du palace qui est devenu le concierge de nos copropriétés. Ah, Oui. c'est... D'accord, ok. Mais il va plus loin parce que ça revient à la mode. Mais on connaît quelqu'un qui fait ça. Oui, la conciergerie. des Exactement. Hmm. Vous voyez, petit clin d'œil à la conciergerie en Haute-Loire. Oui. Ouais. C'est la prestation de service. Et la prestation de service, c'est on peut demander, ils ont la réponse à tout. Ouais. C'est-à-dire, ils vous appellent le taxi, ils vous réservent le restaurant, ils vous réservent un tailleur pour faire un vêtement, ils vous réservent le meilleur visite guidée. Ils sont là pour ça. Tu Et moi voyages. d'ailleurs, j'ai eu besoin d'envoyer mon courrier, ils m'ont vu avec mon courrier. J'avais écrit sur des papiers en tête du Negresco pour mes nièces et tout. Ils m'ont dit, oh là là, mais vous inquiétez pas, on va aller le poster pour vous. Ah, Allez-y. parce qu'ils m'ont vu avec le courrier à la main, ils l'ont pris.
Le dernier jour, bon, C'est comme dans Pretty Woman. Moi, j'ai l'image de Pretty Woman à ce moment-là. j'étais au Negresco, j'avais l'impression d'être une prostituée. Parce que je voyais bien que j'étais quand même pas comme tout le monde autour. J'étais un des rares Français, j'étais un des rares de mon âge. Bah, c'est une clientèle internationale, hein. Ouais, bah oui. Là, c'était la semaine dernière. Moi, j'avais réservé mes chambres un an avant. Et j'ai été surclassé, j'ai eu une suite incroyable. Mais là, les tarifs affichés, c'était de 900 à 5400 euros la nuit. La nuit. Et des gens viennent plusieurs jours. Et ouais. pas grand monde prend forcément la chambre derrière à 900. Ouais. Donc, c'était pas la même. J'étais entouré d'un autre monde. Ouais. Donc, je me sentais un peu Julia Roberts quand même. Ouais, oui, tu sais pas pourquoi Wood t'es là, Boulevard, quoi. Ouais. Oui, oui. Et Donc, tu sais pourquoi t'es là, mais t'es pas adapté, quoi. bah, c'est pas si simple, en fait. Moi, je fréquentais les palaces souvent en journée. Là, d'y aller dormir et rester plusieurs jours, c'est un autre monde. La première nuit, on n'est pas à l'aise, on marche sur les œufs. Enfin, je me rappelle d'être rentré, j'avais mal au ventre, moi. Vraiment, hein. Je me suis rendu malade avant d'arriver parce que je me suis dit, oh, je me rappelle des trucs idiots. Enfin, il faut quand même se dire que c'est pas si simple parce qu'on n'a pas tous les codes. Non. Les gens qui ont les codes, ils vont pas nous écouter, ils en auront rien à fiche, ils savent déjà tout. Ils savent faire, ils s'en fichent. Mais quand on est né dans un HLM au fin fond de l'Auvergne, quand on arrive dans un palace et qu'on a un chasseur qui porte votre valise à l'étage, qui a 30 balais, qui est plus jeune que moi. On a envie de l'aider, quoi. Bah oui, moi je veux pas qu'il porte ma valise. Et puis il me dit, il faut faire quoi? Il faut le remercier, il faut lui donner de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, Julia Roberts, quoi. Mais oui, il était tellement embarrassé, il a tellement rigolé. Kevin, si tu m'entends. Il était adorable. On lui enverra l'épisode. Mais oui, c'était, en fait c'est fabuleux, mais c'est très embarrassant quand on n'a pas les codes. Mais par contre, on peut très vite acquérir les codes des parties communes. Et c'est ça que j'aimerais dire, c'est offrez-vous ce luxe une fois. Vous allez donc avoir un thé. Ils vont vous resservir 2 fois, le remplir. Sur la table, ils vont vous mettre toujours une petite assiette. Tous les palaces où je suis allé, il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'en dehors de votre pâtisserie, souvent vous avez des mignardises qui sont offertes. Une petite madeleine, une miniature ou plusieurs. Et très souvent, dans quasiment tous, vous avez une petite assiette où il y a toujours, je crois que c'est 4 chocolats. Tout le temps. C'est un peu la règle. Donc ça rentre dedans. Oui, et des ça. chocolats de chocolatier. Oui. Vous avez. Et puis vous allez avoir un pot de miel qui vient toujours d'une grande maison, qui est monogrammé du palace. Vous pouvez l'emmener le pot. Une fois qu'il est ouvert, ils ne vont pas le resservir. Là, moi, je suis allé déjeuner un matin. Mais oui, un matin, je suis allé. Puis alors, une fois, j'avais dit, idiotement, enfin, je sais pas, j'ai dit à la petite jeune, parce que moi, j'y vais souvent tout seul pour mieux vivre l'expérience. Ce qui fait que quand on est tout seul, les gens sont beaucoup plus prompts à nous parler, on discute, on échange. Et elle m'avait dit, mais vous pouvez l'enlever, hein, l'emmener, c'est pour vous. Puis si vous voulez, je vous en amène d'autres. Elle m'avait ramené 2 pots de miel. J'étais trouvé con, et puis je les ai ramenés. Et puis là, je suis allé déjeuner, j'étais pour un colloque à Paris, je suis allé déjeuner au Ritz un matin. On peut aussi faire ça. Okay. Vous pouvez réserver la salle des petits déjeuners. Le petit déjeuner du Ritz, ça je le connais, c'est 60 euros. Alors là, c'est profusion, hein. C'est spectaculaire, c'est mieux qu'un brunch. Et pareil, vous avez à manger alors que des pâtisseries, des viennoiseries maison, c'est très beau, c'est très bon. Pour 60 balles, soyons clairs, vous avez mangé le repas du midi parce que vous manquez de rien. Salé, sucré, enfin, c'est un brunch. Ah ouais. De mais oui, c'est ça. Il faut... un film, quoi. Et donc, vous allez avoir plus que ce que l'on pense. C'est pas un thé, un café. Vous allez avoir des mignardises gratuites et des chocolats. On vous resserre, on vous nettoie la table et puis on vous amène ceci. Au petit déjeuner, on vous amène la presse locale, la presse internationale si vous voulez lire. Ouais, t'es le roi du monde pendant un laps de temps, quoi. Oui, et il y a tout un balai de serveurs qui tournent autour de vous que vous ne vous voyez pas. La table se nettoie, se remplit, se dégarnit, souvent on ne les voit pas. C'est des magiciens ces gens. Parce que dans les palaces, les sols sont souvent moquettés, donc c'est très feutré. Donc t'entends pas. Non. Donc il y a une déambulation. Mais quand on est seul, c'est génial. Moi je me mets au fond du fauteuil, je regarde. Et il y a, c'est une ruche en fait. Parce qu'il y a un personnel très nombreux. Et, en fait ils se font des signes de loin. Tout est silencieux, ils font un petit signe. Hop, le chef de rang fait un signe à un tel, paf, qui doit resservir. Donc quand on est, je pense que si on veut vraiment vivre le truc, si on n'y arrive pas, allez-y à plusieurs, pour la blague. Si vous n'arrivez pas l'après-midi, vous allez pour le bar, pour un cocktail, c'est assez sympa. Si vous êtes assez effronté, allez-y tout seul. Et là, vous allez voir tout. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'arrière. D'y passer 3-4 heures, venir avec un roman, traîner, voilà. Et puis aller se promener. Conseil, allez toujours dans les WC. Mais non, parce que les WC dans les communs sont toujours très loin. Ça vous permet de vous traverser toutes les galeries. Enfin, moi, je vais au WC des fois 2 fois, mais juste pour me promener. Non, mais vraiment, en arrivant pour me laver les mains. Après, parce que j'ai après 3-4 thés, il faut y aller. Mais vous vous promenez, et là, vous verrez donc la galerie commerçante de ces palaces. C'est-à-dire qu'il y a toujours des grandes galeries où, depuis la Belle Époque, il y a des belles vitrines, souvent de la Belle Époque, hein, magnifiques. Et dedans, ils vendent des vêtements de luxe, des bijoux, mais du thé. Donc, et là, on retrouve les boutiques.
la boutique du Palace. Le Palace a toujours sa marque. Donc au Ritz, il y a une boutique Ritz. Au Negresco, il y a la boutique du Negresco et on peut acheter des choses spécifiques. Le parfum d'ambiance, le thé qui a été créé. Chez toi, il manque le parfum d'ambiance là. Vous pouvez créer Et le Palace. peignoir. Et oui, Mais du coup, raconte-nous, je pense que ça peut tes être... expériences. Ouais, toutes tes expériences, mais du coup, la dernière, pourquoi le Negresco? Ce que tu as dit, là, d'habitude, tu vas pour le thé, le café, là, tu t'es payé ta chambre plusieurs jours. Pourquoi au Negresco? Pour mes 40 ans l'an dernier, j'ai fait une grande fête et je voulais rien parce qu'on a un âge où on a besoin de rien. Et quand les amis insistent, j'ai dit si vous voulez, mettez de l'argent dans une urne et Pour une je expérience. compléterai pour m'offrir un de mes rêves. Voilà. À la veille de mes 40 ans, je m'étais offert Venise une semaine tout seul et j'étais allé à l'hôtel d'Agnelli, ce qui était oufissime parce que c'est le mythique Georges Sand, Musset, tous les autres. Mais je voulais vivre le Negresco parce que j'avais lu la biographie de la dernière propriétaire emblématique qu'il a possédée de 57 à 2019, qu'il l'a transformé entièrement et qu'on a fait un lieu unique au monde. Vraiment. Il n'y a rien qui est comparable au Negresco parce que, il a ouvert en 1913, ça a été prévu pour être un des plus beaux palaces du monde. Et cette femme qui l'a acheté, elle avait plusieurs souhaits. Elle aimait l'excellence à la française, elle l'a transformé de fond en comble. Il faut s'accrocher, notamment les yeux, parce qu'elle voulait en faire un écrin à ses collections musées. C'est-à-dire que c'est une des plus belles collections musées privées de France. Il y a plus de 6000 œuvres d'art, toute époque. Donc déjà, elle était très amie avec les plus grands noms de l'époque. Donc il y a du Cocteau, il y a du Léger, il y a Niki de Saint-Phal. Vous avez une nana en plein milieu, nana Niki de Saint-Phal, géniale, qui tourne sur un socle au milieu du salon royal. Mais c'est spectaculaire. À côté de ça, vous avez le tableau en pied, le vrai, l'original, qui vient de Versailles, du tableau d'honneur de Louis XIV. Mais vous avez le portrait par Rigaud, de Hyacinthe Rigaud. Il y en a 3 au monde, l'original il est là. Vous avez le portrait de la Montespan, vous avez par Mignard, vous avez les plus grands peintres. Vraiment, vous avez le tableau de Marie Lesinska, l'original, de Louis XVI, vous avez la paire de portraits qu'on connaît tous, Napoléon III, Eugénie qui sont là. Vraiment, mais vous avez des bustes de Renoir. À côté de ça, vous avez du très récent. Les plus grands artistes sont passés là depuis 1957. Artistes, créateurs, je veux dire, d'art plastique. Donc il y a des œuvres spectaculaires de peintres, de sculpteurs et autres. Et puis elle a demandé par exemple à plein d'artistes de customiser, on dirait aujourd'hui, les chambres. Parce qu'elle a dit dans sa biographie que très vite elle a compris que déjà dans les années 50, on commençait à uniformiser tous les palaces. D'accord. Et elle ne voulait pas que son palace devienne aseptisé comme tous les autres du monde. C'était déjà le cas. Beaucoup avaient fermé, les autres devenaient tous pareils. Surtout pour répondre à une clientèle américaine, en gros. Elle a dit non, moi je veux l'excellence à la française, on aura des chambres thématiques. Donc des chambres royales, décorées avec du mobilier royal d'époque. Moi j'ai eu la chambre Louis XIII, la chambre royale, où j'avais un lit Louis XIII d'époque spectaculaire, une décoration, il faut s'accrocher. Mais on vient pour ça. Dans le fond, moi-même je ne saurais pas vous dire si c'est beau ou moche. On vient pas chercher du C'est commun. pas important. Mais dans tous les cas, on vient pas chercher du commun Non. du coup. On va pas dans un palace pour ça. Que ce soit beau ou laid, on s'en fiche. Par contre, c'est comme l'art en fait. Et c'est un hôtel, musée, art. Ça interpelle parce qu'il faut vous imaginer que vous arrivez dans les étages. Elle était amie avec le fils de Vasarely. Elle lui a demandé de dessiner un motif qu'elle a fait tisser par les plus grands tapissiers, notamment Aubusson et tout. Toutes les moquettes sont des motifs psychédéliques. Donc je crois qu'elle a fait 174, vous imaginez l'époque. À chaque étage, il y a un motif psychédélique, mais alors il faut s'accrocher. Dans des décors Louis XVI, d'une moquette noire avec des fluos roses, jaunes, violets partout. La crise d'épilepsie. Complet. On sort de l'ascenseur. Moi, je prends les escaliers parce que c'est quand même plus beau comme d'ambulation. Bon, l'ascenseur est d'origine, il fonctionne. C'est de la cabine 1913 en bois, c'est magnifique. Mais vous sortez à chaque palier. Wow. Et alors, à côté, en plus, elle a créé donc chaque étage. Il y a le grand palier avec toutes ces moquettes. Et chaque galerie à droite et à gauche, elle a même suspendu un panneau qui donne les collections d'art de chaque étage, dans le couloir et dans les chambres dedans. Okay. Donc il y a un étage où c'est que des galeries d'art sur le thème des femmes, que sur le thème des animaux, que sur les arts africains, que Empire, que Louis XVI. Ah, c'est un musée, mais vivant. Et dans vos chambres, vous avez des tableaux. Elle a un tableau de François Boucher, un original 18e, je veux dire qui est spectaculaire, mais le mobilier. Au premier étage où j'étais, moi j'étais au-dessus de l'entrée, sous la coupole, il y a ce tapis. Attention, il y a des bergères qui viennent de Versailles, une armoire Louis XV, les bustes en Sèvres, mais il faut s'accrocher, les 2 bustes en biscuit de Sèvres, colorés de Marie-Antoinette et de Louis XVI, je crois que c'est la seule paire connue au monde, qui sont conservées là dans une vitrine, intactes comme si c'était d'hier. Enfin, c'est des trucs de dingue.
Parce que du coup, on imagine que dans ce service du palace, eux, ils ont des liens privilégiés avec les musées, les restaurateurs, pour Bien sûr. entretenir ces œuvres. Mais mieux, parce qu'un palace, les Ils grands ont- palaces, ils ont leurs ateliers internes. Ils ont un ébéniste ou plusieurs ébénistes à temps plein, des tapissiers à temps plein, des restaurateurs de meubles à temps plein. Mais je veux dire, à Paris, les grands palaces ont leurs propres ateliers. Ils ont leurs ébénistes, leurs restaurateurs de meubles. Tout le mobilier Louis XVI, ils le font restaurer en interne, le tapissier en interne. Bien sûr, ils stockent en interne, ils réparent en interne. C'est ça qui est fabuleux, c'est que il faut dépasser le concept du luxe et du fric. L'argent, hein, c'est cher. Oui, c'est cher. Mais ça fait vivre un monde fou. Mais vraiment, dans un Tu sais palace, pourquoi tu payes, quoi. je crois que, je ne me rappelle plus, dans le livre, elle le dit, je ne sais plus si c'est 200 ou 300 collaborateurs. Pour un hôtel qui, aujourd'hui, le Negresco, c'est 100, il y a 93 chambres et 18 ou 20 suites. Donc c'est 115, 120 chambres. Enfin, pour nous, c'est 300 collaborateurs qui vivent à l'année. Vous voyez, enfin, et tout corps de métier. Ouais. C'est-à-dire la personne qui restaure les tableaux, qui fait la feuille d'or. Non, mais ça, c'est incroyable. Vous voyez, Dans enfin, le service, t'as le chef cuistot, le chef pâtissier et le restaurateur de meubles et d'art. Mais oui. Et c'est ça, il y a le propre ébéniste, le propre tapissier. Donc, c'est un tout. Et moi, comme ils savaient que j'étais historien, quand je suis arrivé, c'était drôle. Ils m'ont dit, ah, monsieur Picot. Donc, c'était incroyable. Ils m'ont dit, bon, comment vous savez on sait que vous travaillez sur les palaces. On vous a pas attribué de chambre, on vous a sélectionné 3. Vous allez les choisir. Donc, ils me les montrent sur ordinateur. Moi, je dis, je peux choisir. Ah non, non, ça c'est juste pour vous. Mais vous allez les visiter. Monsieur va vous emmener. J'ai visité les 3 chambres dans 3. Moi, j'avais demandé une vue sur le parc pour voir la Villa Masséna, les arbres, et on voit la mer, et qui était aussi moins chère. Et en fait, dans les 3, ils m'ont proposé une suite 2 fois plus grande, vue mer. C'est pas pour ça que je l'ai pris, c'est parce que la déco me plaisait plus, parce que les autres c'était très criard. Et donc je visite, et après on m'a dit, vous pouvez avoir une visite guidée privée, je crois que c'est Adrien. Sinon, désolé. Peut vous faire la visite de l'hôtel avec commentaire des œuvres d'art, juste pour vous. On peut visiter parce qu'il est là, il fait des visites guidées, Ok. à la demande. Oui, à l'intérieur, C'est ça, bien sûr. Exceptionnel. Au normal, musée. c'est ça. Voilà. Ouais. Et donc, Tu dors dans le musée. C'est quoi, la croisée finalement. des genres, Oui. en fait. et donc celui-là, il est unique parce qu'il n'y a rien qui existe ailleurs comme ça. Ok. C'est unique. Ouais. Mais c'est spectaculaire parce que c'est quand même d'extérieur, enfin je veux dire, c'est une meringue. Tu peux? Oui, bien sûr, vas-y. Hop, tire. Et il y a une photo de l'intérieur, enfin ça c'est pour les 110 Ah bah ans, tiens, d'ailleurs, on parlait de Julia Robert. bien sûr. Donc finalement... Bah oui, et tu dois trouver des photos de. Enfin, il faut imaginer, c'est une meringue. On dirait que ça sort d'un conte de Disney. En plus, c'est le seul qui a cette toiture vert pâle et rose pâle, cette espèce de gros chou à la crème sur la Ça, c'est Riviera. dedans, du coup. Oui, le salon Versailles en bas à droite, le salon royal en haut, Je sais pas si on verra, mais je ferai des incrustations. les bustes. Et si tu penses les pages d'avant, je crois qu'il y a même des grands formats. Tu dois avoir le portrait de Louis XIV en grand. Ok. Le luminaire, montrez-le, enfin, c'est 18 600 morceaux de Cara. C'est un des plus grands du monde. Il n'y en a que 2 au monde. Ils avaient été commandés par le tsar Nicolas II de Russie pour les faire en France. Le premier est fabriqué par au Kremlin, Révolution russe. Le deuxième n'est jamais parti à cause de la guerre. Ouais. Enfin, la Révolution, il est resté coincé en France. Ah mais du coup, toi, t'étais là? J'étais, oui, T'étais là? derrière le palmier. Oui, juste là. Et le deuxième se retrouve en vente aux enchères. Et il n'y avait que des antiquaires ou des décorateurs qui voulaient l'acheter pour le découper, pour faire plusieurs lustres spectaculaires. Elle l'a fait acheter par un collaborateur pour pas qu'on sache que c'est elle. Elle l'a fait ramener là. Il y en a que 2 au monde. Le deuxième, il faut aller au Kremlin. Actuellement, on va s'abstenir. Oui. Mais, vous voyez, et Donc, donc, même expérience, quoi. même si c'était pas beau, on s'en fiche, tout a une histoire. Oui. Et ça, c'est unique. Bien sûr, au Ritz, vous avez des trucs fabuleux. Moi, c'est mon endroit préféré de palace à Paris. Mais au Negresco, c'est une aventure encore autre. Mais comme l'était l'an dernier le Danieli, parce que c'est un palace à Venise, vu sur la lagune, mais qui est composé de 2 hôtels particuliers du XIVe siècle, c'est encore autre chose. Et dans les grands mythes, pour moi, voilà, le Winter Palace à Luxor, en Égypte. Pour toi, c'est lui, tu vois. Mais il est dingue, il y a une architecture Louis XVI, blanche, immaculée, dans le sable, au bord du Nil, pour visiter la vallée des rois. Enfin, c'est mythique, avec un décor comme on a ici. Et puis le dernier grand mythe, mon confin sur le Bosphore, il faut aller voir le Pera Palace. Voilà, le palace de ex-Constantinople, Istanbul, où descendait Agatha Christie. Voilà, enfin, là aussi c'est tout un... C'est ça aussi les palaces, c'est qu'il y a un imaginaire littéraire, artistique. Historique. Oui. Au Negresco sont venus tous les gens, Michael Jackson, les Beatles, Madonna, avec leur délire chacun.
Parce que c'est ça les palaces. On se rappelle de, paf, on pense palace, on pense à Dali. Dali était ami avec la propriétaire, il venait là, mais il est surtout connu pour ses frasques à Paris, rue de Rivoli au Meurice, où il faisait des improvisations, il jetait des pots de peinture par les fenêtres, il faisait tomber sur la rue de Rivoli, et surtout il se promenait avec son guépard ou son léopard qui détruisait les chambres, qui arrachait les tapisseries, on disait rien, parce que c'était Dali, c'était une performance. Donc les palaces, c'est aussi ça, c'est grandeur et décadence. Ouais, c'est ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a d'un peu plus caché. Oui, s'il se passe rien, ça fait pas de mythe. Les gens Donc, viennent pour le mythe. Il y a pas Oui. de... Et donc les frasques, c'est aussi important que les belles personnes qui viennent. S'il y a quelques trucs un peu... C'est génial pour eux, ça leur fait une pub d'enfer. Ouais. Puis alors, c'est comme ça que ça fonctionnait avant, mais imaginons aujourd'hui, nous, avec les réseaux sociaux, l'ampleur que ça prend, c'est même délirant. En 5 secondes. Oui, il y a une autre part de... Il faut l'avoir fait, comme du coup avec les pâtisseries, on en parlait tout à l'heure, le nom des chefs pâtissiers, c'est aussi parce qu'il y a eu les réseaux, les machins. Bien sûr. Du coup, ça favorise... Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Ce qui marche aujourd'hui, c'est la capacité à transmettre l'info et la vitesse à laquelle on la transmet. Et puis aujourd'hui, la possibilité de la transmettre avec des visuels. Et puis, et puis la recommandation, parce que c'est le quidam comme nous, le lambda qui fait des photos. C'est quand même dingue. Ils ont des agences de presse, c'est nous. Oui, finalement, le gars qui va une fois acheter sa madeleine, là, une fois il la prend en photo, il la met sur tous les réseaux. Parce qu'il l'a fait. Il n'y a pas meilleure pub. Oui. Combien d'influenceuses, créateurs de contenu moins, mais influenceurs, qui vont se faire rendre en photo devant le Ritz avec un sachet à Noël. Oui, c'est vrai. Et ça fait une pub, mais c'est le paradis. Et en même temps, c'est pas volé parce que c'est mérité, parce que c'est bon. Et parce que c'est beau, parce que les boîtes sont belles. Il y a des designers qui dessinent des boîtes spécifiques. Vous voyez, c'est une expérience du tout. Voilà, le palace, c'est une expérience. Et bien, moi, ce que je propose là, c'est du coup qu'on fasse, pour terminer, une nouvelle rubrique qu'Azélie a pensée. C'est, on va te donner un peu des questions un peu clichés. Et du coup, Super. tu déconstruis ou tu construis le cliché. Ok, j'infirme ou j'affirme. Pas trop long, tu vois, bien sûr. mais grosso modo, un peu. Question-réponse. Ouais. On en a déjà parlé au fur et à mesure de notre discussion là, mais du coup, on a 4 petits clichés. J'en ai une à rajouter, moi, je me permettrai. Cool, parfait. Voilà. Tu veux commencer ? Non, vas-y, je pense que ça finira. Les palaces se trouvent uniquement dans les grandes villes. Non. Faux. Faux. Alors aujourd'hui, oui, à l'origine, il y en a partout. Mais aujourd'hui, si on prend des palaces qui existent, on va à Vichy, c'est une petite ville, c'est quoi, 21 000 habitants. L'Aleti Palace existe toujours. Alors il est un peu fatigué, mais il existe toujours, il est spectaculaire. Et là, vous pouvez aller dormir pour 100 balles. Vous allez vous taper des décors, attention. Et une vue spectaculaire, non. À Biarritz, c'est pas une très grande ville. C'est une ville importante, prestigieuse, mais non, faux. On en trouve partout. Et du coup, en campagne aussi Et en campagne, oui, si on veut aller par là, des palaces qui n'en sont plus, mais où vous pouvez, en tant que touriste, apprécier l'architecture. Châtel-Guyon, des palaces. Toutes les ex-villes thermales ont presque toujours eu un palace. Et même au fin fond, je pense, du côté de la Savoie, dans les Alpes, dans les villes là-bas, il y a eu quelques palaces, dont un existe encore. Là, je suis allé l'an dernier. Non, on peut aller visiter, même au fin fond, et c'est très drôle. Ou des grands hôtels, même spectaculaires. Vous allez à Saint-Nectaire, vous allez au Grand Hôtel du Parc, qui n'était pas un palace, mais qui était quand même très proche d'un palace. Quand vous voyez sortir de cette gorge de verdure, ce promontoire, là, ce paquebot hôtelier, quand même, ça fait drôle. Donc il y a des surprises partout. Ok. C'est un monde ultra luxueux et les gens lambda, les quidam comme nous, n'y mettent jamais les pieds. Vrai, faux. Je sais pas. Je me rappelle d'être descendu dans un palace à Berlin pendant les vacances de Noël. Alors un palace qui me plaisait pas du tout parce qu'à Berlin ayant été bombardé, le palace historique le plus beau, il n'y a que des vestiges, très beaux conservés mais détruits, qu'ils ont conservés sous des façades en verre. C'est intéressant à voir d'ailleurs. Mais on était descendu, je sais plus, dans un Carlton ou quelque chose comme ça. Donc pas très beau, mais il y a tous les services. Et en fait, il y avait bien des quidam. Nous, on était là. Et puis, finalement, c'est quoi le quidam ? Il y avait des Américains c'était flagrant. Bermuda, chaussettes, baskets, la totale. Ouais. En plein, c'était à Noël, on était en vacances à Noël. Banane autour de la taille, enfin, qui pour moi avait l'allure d'un quidam, mais peut-être le portefeuille d'un client tradit. Il descendait de l'étage. Donc, mais tu t'attends à un... Et voilà. C'est ça, la question, c'est peut-être ça en fait. Ouais. Finalement, il n'était pas un quidam. C'est un client tout à fait adapté, mais pour moi, il n'avait pas l'élégance de ce qu'on s'attend à trouver dans un palace. Donc c'est un peu les deux. Les palaces vivent quand même aussi sur les gens comme nous. Parce que la journée, quand même, on fait les queues pour accéder au bar.
Ok. Souvent on attend, c'est souvent plein les bars et c'est pas plein que des hôtes. Bon, voilà. Mais pas assez encore. Allez-y. Et ben du coup, c'est en lien avec ce que tu viens de dire. Il faut être bien habillé pour y entrer. Alors il y a des palaces qui l'exigent, c'est écrit. Moi je crois que quand j'ai reçu ma réservation par mail, enfin je vérifie pour le Negresco, je crois que c'était écrit, au Danieli c'était précisé, tenue correcte exigée. Mais comme certains casinos, hein, quand je fais la Monte Carlo, là c'est pareil, il y a des endroits où on ne peut pas rentrer. Mais ce qui tourne sous le sens, pareil, vous allez pas au Vatican en pieds nus et les épaules à l'air. Oui, il y a un peu de ça, mais pas tant que ça. C'est un lieu de vie en fait. D'ailleurs, moi j'étais choqué que quand j'ai pris mon petit déjeuner, il y avait une famille chinoise qui déjeunait ou asiatique à côté de moi. Ils étaient en pyjama. En même temps, ils dormaient là. Ils sont descendus. Le petit gamin, il était en pyjama en pilou en partant. Il déjeunait. Dernière question pour moi, après je laisserai la place à Léa. Il est quasiment impossible de postuler dans un palace. Ah, pour y travailler? Oui. Moi, je crois pas. Je crois pas. Alors, je veux pas médire. Là, les gens que j'ai questionnés au Negresco, j'ai eu le temps, j'étais seul. Ils ont postulé des alentours ou ont été débauchés. Parfois, c'est vrai, ils sont débauchés. Il y a des extras. Il y a une dame qui m'a expliqué. Elle avait travaillé au Martinez, au Carlton à Cannes. Elle vit à Nice. Elle avait toujours travaillé dans les grandes maisons. Mais elle m'a dit, j'étais jamais rentrée de ma vie au Negresco. Pour moi, c'était infranchissable. Mais je dis, vous y travaillez déjà dans les autres? Elle dit, j'osais pas. Elle dit, on m'a fait appeler pour un extra, puis je suis là depuis un an. Donc il y a un peu ça. Mais par contre, il y a, dans une autre vie, j'ai travaillé au lycée hôtelier de Chamalières, là, il y a très longtemps maintenant. On avait des petits jeunes qui sortaient donc d'ici. Et beaucoup ont été placés comme stagiaires dans des palaces en France ou à l'étranger, parce que le lycée hôtelier de Chamalières Il avait... est réputé quand Ah même. oui, dans les 3-4 meilleurs de France. Oui. Et ils plaçaient un peu partout, à l'étranger, aux États-Unis et dans les palaces en France. Et on a un paquet de gosses qui partaient là-dedans et dont certains ont fait une partie de leur carrière là-dedans. Ok. Donc je crois pas. Je crois vraiment, je me leurre peut-être. Le palace se fiche de tout. Le palace, couleur, religion, sexualité, tout. Enfin, ce qui est normal, mais faut-il encore le rappeler quand même? Je crois que le palace, la seule chose qui compte, c'est l'excellence. Et le boulot, parce qu'il faut bosser. Hein. Ouais. Et tout peut arriver. Tout. Donc si on veut bosser dans un palace, il n'y a pas de raison. J'en suis convaincu. Mais on a parlé des palaces bâtis. Ah oui. Est-ce Bah que oui. les palaces, c'est que bâti ou... Eh tu ben vois oui, ce que je veux oui, dire, je quoi. vois très bien. Bah, finalement, en fait, c'est pour ça que... Et ça, c'est de tout temps. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un palace? J'ai répondu, j'ai pas répondu, parce que finalement, c'était une conversation plus qu'une réponse pédagogique. Le palace, c'est un esprit, je pense. Plus qu'un bâtiment propre. Et si c'est un bâtiment, ça ne veut pas dire qu'il est arrimé à un caillou. Le palace, c'est un concept, c'est des services, c'est un décor. Et donc, depuis l'origine, le palace, c'est aussi bien le lieu dont on a parlé que le lieu sur les eaux. Je veux dire, les paquebots de la Belle Époque sont des palaces flottants. Ça ne trompe personne. Olympique, Britannique, Titanic, Normandie et tous les autres, Carpathia, enfin, c'était des palaces flottants. Il suffit pour s'en convaincre de regarder la distribution intérieure, la décoration, les services. Alors, le Titanic, ça parle à tout le monde, mais la White Star Line en a produit d'autres. 2 autres qui sont sortis en même temps, l'Olympique et le Britannique, et tous ceux qu'il y a eu avant et après. Vous avez des salles de sport, on parle de 1910, hein, des créations 1910. Vous avez des fumoirs, vous avez des piscines, vous avez des salles de sauna. Le Titanic avait une salle de sauna en plus de sa piscine. Vous voyez, il y a tous ces lieux de service. Les décorations, c'est du Louis XVI partout. Il y a un chef cuistot. Il y a un chef cuistot, évidemment. Donc finalement, les paquebots de la Belle Époque, qui avaient quand même une autre gueule que les trucs d'aujourd'hui, sont des palaces flottants. En fait, il faut vous dire que les gens qui viennent n'importe où en France, qui quittent les États-Unis, les Amériques, les Indes, ils quittent ces demeures-là. C'est ce qu'ils ont chez eux. Pour arriver dans leur lieu de villégiature, ils vont traverser l'Atlantique ou l'océan Pacifique. Ils prennent un palace. Ouais. Et ils vont dormir dans un palace. Et entre les deux, il faut faire le lien avec le palace encore. Donc vous quittez votre appartement Louis XVI, ou en tout cas très meublé. Les Américains, fin 19e, les Rockefeller, les Singer, tous les autres, ils sont absolument fans de ces décos-là. Ils ont ça chez eux, ils prennent un paquebot où il y a ça. Une fois qu'ils arrivent en quai, ils vont prendre un train. Et en fait, on pense, il y a le Midi, enfin, le Simplon Express, l'Orient Express, les trains bleus, tous ces lieux-là. C'est des trains qui sont des palaces du rail. Donc vous avez les palaces à la maison, enfin des maisons, des palais. Vous prenez le palace des eaux, vous prenez le palace du rail et vous arrivez au palace. En fait, vous avez une vie de palace. Et le palace, c'est plus un art de vivre, un esprit, une décoration et des services. Et donc, c'est pas forcément un bâtiment en pierre. En gros, je crois que le palace... et donc,
peut-être que là, on est dans un palace. Oui, finalement. Mais il suffit de le décréter. Voilà, donc Mais on a oui. décrété chez moi. La vie de c'est palace, un on boit du palace. thé, on a un gâteau, on est entre Exactement. nous, on a du temps. C'est Oui. ça le palace, c'est aussi du temps. Voilà. C'est génial. Merci beaucoup, Joanne. Merci à C'était vous. Très, très intéressant. Et on espère avoir donné envie aux gens Espérons. de passer cette porte et cette frontière imaginaire. C'est ça. Moi j'ai une dernière remarque, enfin pas remarque. Là tu as emmené de très beaux livres. Est-ce Oui. que tu aurais quelques ressources à donner à nos auditeurs pour plonger dans l'univers des palaces ça a quelques noms à nous donner? Eh ben, le spécialiste français de l'histoire du palace, Pierre-André Hélène, qui est assez connu sur les réseaux, vous le trouvez facilement. Sur Instagram, il a un compte, s'appelle Pierre@Maxime. On le trouve avec son nom. Il est connu parce qu'on le voit souvent dans Secret d'Histoire. C'est vraiment le dandy chic parisien qui connaît ça alors sur le bout des doigts. Tous les palaces de France et la Belle Époque, qui a écrit un très beau livre sur la vie de palace et les palaces français. Il les a tous recensés, visités. Il a une collection d'archives privées fabuleuse qu'il met à disposition dedans. Très beau. L'association du Cercle des Palaces Retrouvés de Menton, qui a sorti un très beau livre il y a 7-8 ans. Menton, une ville de palaces, une vingtaine de palaces qui sont présentés. 2019, il y a Grands Hôtels et Palaces, je ne l'ai pas emmené là, un format panoramique rouge qui a été édité. C'est une collaboration avec plusieurs historiens sur Nice. Donc Grands Hôtels et Palaces de Nice. C'est tout à fait abordable, c'est très très beau. Parce que c'est pas tant de la lecture que de la documentation iconographique. Donc vous voyagez, oui, c'est des beaux livres. Donc là, vraiment, déjà avec ces trois-là, vous êtes bien. Il y aurait d'autres choses, mais sans aller chercher très cher, c'est des beaux livres, c'est bien écrit, c'est des spécialistes et c'est très documenté. Et là, vous allez rêver. C'est génial. Voilà. On a de quoi faire là pour faire l'expérience palace à plusieurs niveaux. Merci beaucoup, Joanne. Merci à vous. Nous espérons que ce nouvel épisode vous aura plu. N'hésitez pas à venir en discuter avec nous sur notre compte Instagram Parole de Patrimoine et à le partager autour de vous. Pour nous aider, nous vous invitons à laisser votre avis et à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à vous abonner. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez que l'on aborde un sujet en particulier ou que vous souhaitez partager votre expertise. C'était Léa et Azélie, fondatrices de l'agence de communication et de médiation du patrimoine Parole de Patrimoine. Nous accompagnons les acteurs du patrimoine et de la culture dans la valorisation de leur histoire locale grâce aux nouveaux outils digitaux et à des stratégies impactantes auprès du grand public. Si le format podcast vous plaît et que vous souhaitez collaborer sur un sujet particulier, on en discute pour l'inclure dans votre stratégie de développement. Retrouvez toutes nos informations de contact en description. À très bientôt!